Alors, bonjour à tous, est-ce que ça fonctionne? J'ai l'impression qu'on est live. On va attendre un tout petit peu le temps que les gens se connectent. Alors, je vois que ça répond dans le chat, donc on a l'air d'avoir des gens connectés. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Alors, si vous regardez sur Twitch, n'hésitez pas à vous créer un compte, ça vous permettra de poster des commentaires. Je pense qu'on va pouvoir y aller. Super. Du coup, je vais commencer. Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui ne nous connaissent pas et ceux qui nous connaissent. On est ravis de vous avoir pour ce deuxième format de Monthly Marty, qui est voilà, un nouveau format qu'on met en place. Donc, l'idée, c'est de faire un rendez-vous mensuel avec vous pour, voilà, vous faire part de nous, nos actualités, ce qui s'est passé en un mois pour nous. Et aussi, c'est l'occasion pour nous de faire vivre la communauté Data for Good, donc à la fois de nos bénévoles et au sens plus large en invitant des personnalités qui travaillent sur ces sujets. Et troisièmement, de vous proposer des nouveaux projets sur lesquels vous engager pour les prochaines semaines et les prochains mois. Donc voilà, super, ça rejoint les 3 points de la soirée. Donc moi je vais vous refaire une intro sur Data for Good et notre fonctionnement pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, rapidement, je vous expliquerai, je vous ferai part de nos actualités en quelques points. Et ensuite, comme j'ai dit, on vous présentera quelques projets sur lesquels vous engagez sur du coup ce trimestre qui est un peu différent puisqu'on teste pour la première fois un format qui n'est pas un format de saison. Et enfin, on aura du coup 3 invités ce soir. Donc, Victor de Code Carbone, une invitée donc Phoenix et Clément qui viendra nous parler de Substrat qui en plus a changé de nom. Voilà, voilà pour le programme de ce soir. Donc pour commencer sur l'actualité Data for Good, donc je vais représenter rapidement ce qu'on fait nous et l'association. Donc j'ai perdu donc on aime bien commencer par cette citation qui illustre assez bien ce qu'on fait et ce qu'on peut faire, qui est qu'on pense qu'il y a beaucoup de compétences en data et beaucoup des compétences grandissantes et hyper variées, mais que beaucoup en fait de ces compétences servent à faire des choses qui finalement n'apportent pas la valeur que nous on veut amener. Et donc là, en l'occurrence, à créer de la valeur en vendant plus, en faisant plus de pubs. Et donc nous, ce qu'on se dit, c'est que ces mêmes personnes qui ont des compétences data peuvent en fait servir à des projets à caractère social ou environnemental. Et donc, nous, on veut aider à mettre en place cette communauté d'un côté, allant chercher les projets qui ont des besoins et de l'autre, permettre à des bénévoles de s'engager dans ces projets, du coup, de manière bénévole, en plus de leur activité principale.
Donc ça, c'est vraiment toute la vision de ce qu'on fait du coup depuis quelques années. Et donc maintenant, la mission, je pense en 3 mots, donc comme sur la slide, vous voyez, on essaye de rassembler, de sensibiliser et de proposer. Donc je pense que la première chose ici qui est importante et qu'on essaye de mettre en illustration via des événements comme ce soir, c'est qu'on veut vraiment former une communauté, qu'on est déjà, en fait, on est déjà une communauté puisqu'on est plus de 2000 aujourd'hui personnes sur le Slack que vous pouvez d'ailleurs rejoindre si vous n'en faites pas encore partie. Et donc, on pense qu'en créant cette communauté, en fait, on peut créer des synergies avec, par exemple, d'autres communautés qui existent. Donc, par exemple, on travaille beaucoup avec Latitude. Et en fait, on pense que c'est comme ça, en rassemblant, en créant des événements et du coup, en faisant se rencontrer aussi différentes personnes, qu'on peut faire grandir... faire en fait sensibiliser, du coup ça rejoint le deuxième point, à ces enjeux qui pour nous sont hyper importants. Et donc du coup on travaille avec différents types de projets, que ce soit des associations, le secteur public, des ONG. Donc en fait tous les acteurs de la société civile, on essaye du coup de trouver des projets qui rentrent un peu dans les différentes cases, parce qu'on pense que c'est en travaillant avec ces différentes en fait, ces différentes briques qu'on peut réussir à faire changer les choses aujourd'hui. Donc ça, c'est le deuxième volet de ce qu'on fait. Et la troisième chose qui est assez caractéristique aussi de ce qu'on veut faire et de ce qu'on fait depuis plusieurs années, c'est qu'on veut vraiment être dans l'action et pas juste dans la réflexion. Et donc, au-delà du coup de ces meet-up comme ce soir, au-delà du côté échanger et rencontrer, lors de nos saisons qu'on accompagne et du coup de ces projets un peu hors saison qu'on essaye de mettre en place ici, on a vraiment pour objectif d'avoir à la fin quelque chose vraiment à présenter, quelque chose de tangible. Donc ça peut être un POC, ça peut être un code ou un algo qui tourne, qui a déjà des premiers résultats. Ça peut être, si c'est plus du dev, une maquette qui est déjà fonctionnelle. Mais on veut vraiment qu'à la fin de chaque projet qu'on accompagne, il y ait quelque chose de tangible qui puisse être proposé et puisse être démontré. Et hyper important, c'est le dernier élément de la slide, mais hyper important, tout ce qu'on fait est en open source. Donc nous, on pense vraiment que grâce d'un côté aux open data, on peut faire plein de choses, mais du coup, on pense aussi que ce qu'on produit doit pouvoir servir à d'autres. Et donc, c'est pour ça que tout ce qui est réalisé par nos bénévoles est en open source sur notre GitHub. Et donc, vous pouvez en fait facilement aller voir tout l'historique de tous les projets qu'on accompagne depuis quelques années. Et du coup, ça peut servir pour d'autres choses et créer des synergies. Voilà, ça c'est pour notre mission. Et du coup, en quelques chiffres, donc ça fait 7 ans maintenant que l'asso existe. On a accompagné du coup plus de 70 projets, donc même je pense plus maintenant. Globalement, en fait, on a du coup, on a fait en moyenne 2 saisons par an. Du coup, moins au début, mais sur les 3 dernières années, c'était plutôt 2 saisons par an. Et à chaque fois, on accompagne une dizaine de projets, au début un peu moins. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à plus de 70 projets sur des univers assez variés, donc à la fois des sujets qui vont être assez environnementaux, des sujets plus sociaux, donc ça peut être dans l'éducation, dans la santé, voilà, tout un type de projet assez varié. Et nous, on essaie vraiment de voir assez large en accompagnant des thèmes très différents qui, pour nous, ont un impact du coup sur la société ou sur l'environnement. Et en termes du coup de bénévoles, c'est ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui sur le Slack, on a plus de 2500 bénévoles connectés. Donc bien sûr, pas tous sont actifs à tous les moments, mais on est tout le temps ravis de voir que d'une saison à l'autre, ou même, je sais pas, on va avoir des bénévoles qui vont revenir après 3 saisons, se réengager. Donc on est très content de voir la communauté grossir, grandir, et donc au-delà de ça, voir aussi des personnes qu'on a réussi à fidéliser et qui sont fidèles au poste chaque fois qu'on redémarre une saison. Donc voilà pour les quelques chiffres. Sur l'équipe, donc du coup Benjamin et Théo que vous avez vus au début et qui m'ont laissé sur scène. Donc je ne vais pas présenter tout le monde en détail, mais voilà, on est assez content aussi que l'équipe ait pas mal grossi dernièrement, avec notamment Margot qui nous a aidés
à refaire toute l'identité visuelle. Donc, vous pouvez voir, en fait, pour expliquer aussi, le Marty vient du coup de notre logo, qui était du coup redesigné par Margot. Et surtout, du coup, ce qu'on voulait vous annoncer aujourd'hui, c'est un nouveau membre de l'équipe, qui est du coup Julie, qui est Managing Director à Socience. Et donc, on est ravis d'intégrer depuis quelques semaines Julie à l'équipe, qui va nous aider aussi à donner à Data for Good une dimension encore plus, enfin, une ambition plus importante et une dimension différentes et nous relier du coup aussi différemment à l'écosystème via du coup son activité aussi chez Socience. Voilà pour l'équipe. Très bien. Et donc, du coup, je vais passer rapidement à nos quelques actus du dernier mois, en fait, avant de laisser la main à nos invités. Donc, du coup, c'est ce que je disais au début, on est en ce moment sur un format un peu différent des saisons habituelles, qui est du coup ce qu'on a appelé le off-season, comme on n'est pas dans une saison. Et donc, l'idée, en fait, on a voulu se donner l'occasion de justement prendre un peu du recul sur notre manière de faire habituelle, qui était vraiment de faire 2 saisons par an. Et donc, du coup, ça nous permet du coup de donner plus de temps à ce type d'événement comme ce soir, en invitant des profils intéressants, en faisant revenir des anciens porteurs de projets. Et du coup, ça nous permet d'avoir des projets qu'on continue d'accompagner, mais sur un format un peu différent. Donc ça, c'est la grande actu du trimestre. Nous, on a aussi du coup des projets au sein de l'asso où du coup, si certains sont motivés, parce que nous-mêmes étant bénévoles, on est toujours motivés pour avoir de l'aide. Donc notamment sur le site internet qu'on a commencé il y a quelques mois à refaire du coup avec la nouvelle identité visuelle, et on aimerait bien du coup faire atterrir ça bientôt. Et après, du coup, ce format un peu différent, donc ça rejoint ce que je disais, mais fait qu'on essaye plus d'inclure d'autres types de personnalités, de faire, par exemple, aujourd'hui, nos 3 invités permettent de relier aussi un peu différemment la communauté et de mettre plus en avant ce côté communauté qu'on mettait moins de facto en avant en faisant seulement le modèle de saison. Donc ça, on est ravis de pouvoir le faire. Et du coup, bien sûr, on commence à préparer notre prochaine saison qui sera la 10e et qui du coup devrait commencer a priori en février ou en mars 2022, le temps que nous, on sélectionne les projets. Mais voilà, on ne perd pas ce bon rythme de saison, mais on se concentre sur la 10e qui arrivera dans quelques mois. Et après, oui, une nouvelle aussi qui est assez importante pour nous, parce que ça permet, pareil, de donner à Data for Good plus d'ampleur et en fait continuer à avoir de plus en plus de bénévoles, c'est qu'on a rendu Data for Good disponible sur 2 plateformes que vous devez sûrement connaître, qui sont du coup vendredi. Donc vendredi permet à des employés en fait d'entreprise de dédier une demi-journée ou une journée de leur semaine à une asso ou une organisation qui œuvre, qui a un aspect for good. Et du coup, du coup, le fait de nous rendre sur cette plateforme devrait nous permettre et vous permettre, en fait, si vous êtes dans une entreprise qui propose ce service, d'avoir une journée en fait dédiée à un projet Data for Good, ce qui rend aussi tout de suite ça plus facile pour ceux qui sont limités par leur travail, ont moins de temps. Et pareil du coup sur Joggle, où on a rendu Data for Good disponible, et donc ça va permettre de matcher des profils avec Data for Good. Et donc du coup merci à Martin et à Thomas pour la proposition, et nous on est ravis parce que ça va dans l'objectif du coup de continuer d'étendre la communauté et d'avoir de plus en plus de bénévoles. Voilà. Et du coup, oui, avant de passer la main, dernière actu, pardon, que j'ai pas mentionné, mais où on était très contents aussi. On a travaillé en partenariat avec Latitude et avec notre pôle Provence
sur la nuit du code citoyen, qui était la semaine dernière. Et donc, du coup, ça, pareil, voilà, c'est un moyen de favoriser d'autres types de projets qui, là, du coup, étaient très sur un aspect citoyen et un aspect ville. Et permet aussi, du coup, on est ravis de faire vivre une autre antenne Data for Good qui est celle de Marseille, Provence. Donc voilà, pour une petite actu qui n'était pas sur les slides. Et du coup, pour finir, on est toujours en train de chercher à la fois des projets et des volontaires. Donc, comme vous avez compris, le côté volontaire, on teste plein de choses qui permettent de en fait, recruter, entre guillemets, des nouveaux bénévoles. Mais si vous connaissez des personnes et vous êtes dans vos entourages, personnes qui seraient intéressées, on est toujours preneur de ce partage. Et ensuite, côté projet, bien sûr, on prépare la 10e saison, mais au-delà de ça, si vous connaissez, si vous avez vous-même un projet que vous voulez proposer, on a du coup le petit formulaire sur notre site qui permet sur Airtable de postuler. Et si vous connaissez tout simplement, vous avez en tête une asso, une ONG, je sais pas, un acteur public qui a des datas et vous savez qu'ils savent pas voilà, comment s'en servir, comment les exploiter et qu'ils auraient besoin d'aide, pareil, n'hésitez pas à nous mettre en relation. Nous, il y a pas mal de projets qu'on accompagne qui, finalement, ça n'a pas été le projet lui-même qui est venu nous voir, mais plus nous qui avons pensé à peut-être un besoin qui existerait. Et du coup, en échangeant, on a pu mettre ça en place. Donc ça, voilà, n'hésitez pas. Et pareil, on est aussi tout le temps en recherche active d'un point de vue juste équipe organisatrice, donc je vous ai présenté tout à l'heure. Donc si vous avez du temps si vous voulez mettre du temps aussi pour nous aider à juste développer Data for Good en tant qu'association et du coup développer nous aider en fait à avancer, on est tout le temps en recherche aussi, donc plein de sujets différents comme à développer l'asso. On aimerait mettre en place un volet plus formation pour en fait, on pense qu'il y a vraiment un enjeu de formation de certaines associations qui, en fait, ne savent pas déjà quoi faire de leurs données et ne savent pas comment les exploiter. Donc ça, c'est un des volets. Le site internet dont j'ai déjà parlé, etc. Mais donc, à la fois, en tant que bénévole pour un projet, on est tout le temps en recherche de bénévoles et juste pour nous aider, nous aussi, comme on est nous-mêmes bénévoles, on est toujours en recherche aussi, si ce volet-là vous intéresse aussi. Eh bien, je crois que c'est tout pour l'actualité. Et je vais laisser la main à Théo qui va du coup vous présenter quelques moyens de vous engager sur un projet avant du coup la 10e saison de l'année prochaine. Merci beaucoup. Effectivement, alors moi, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on m'entend? J'ai l'impression. Je vais vous parler de comment, quel est un peu là, aujourd'hui, tout de suite, les différents projets sur lesquels vous pouvez vous investir, que vous soyez data scientist, engineer, machine learner, développeur web, UX designer. En fait, il y en a un peu pour tout le monde. Et donc là, je vais essayer de vous raconter ça avec deux nouveaux projets qui sont proposés aujourd'hui et un petit rappel sur tous les autres projets qui sont encore actuellement en train de travailler et qui peuvent avoir besoin d'aide. Donc ça va faire pas mal de choses comme rappel. Tout sera remis après dans un document papier en ligne, mais en tout cas un article où vous pourrez avoir toutes les informations pour rejoindre les différents projets. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus, vous aurez ces informations-là. Et vous pourrez prendre le temps de voir si jamais vous avez envie de vous engager auprès d'un projet et de bien peser lequel vous préférez. Donc pas de souci là-dessus. De quoi on va parler aujourd'hui? On profite de ce nouveau format pour lancer encore quelque chose de nouveau. C'est pas totalement nouveau, mais c'est quand même un sujet qu'on n'a pas trop fait jusqu'à présent. C'est se dire que les projets qu'on porte ne sont pas forcément portés par des associations, justement, des ONG ou des startups à mission, mais peut-être aussi par nous, vous, n'importe qui dans la communauté. Et en fait, il y a plein de gens qui ont des idées sur des sujets super intéressants, d'intérêt général, et qui aimeraient ne pas le faire tout seul, qui aimeraient faire quelque chose en open source, qui aimeraient trouver une équipe et des gens un peu passionnés pour travailler avec eux.
Je parlais avec un bénévole qui est peut-être connecté et qui a peut-être un projet à proposer pour la fois d'après sur un CAPTCHA d'intérêt général. On verra le mois suivant si jamais effectivement on le propose à cet endroit-là. Mais en tout cas, il y a plein de gens qui ont des idées et on aimerait genre un peu profiter de ce moment, ce Monthly Marty pour aussi pousser ces projets-là et de constituer des équipes qui vont travailler ensemble. À condition qu'il y ait, on va dire, 3 choses qui soient respectées, qu'on parle bien d'un sujet open source, qui est totalement dans notre ADN, donc avec tout ce que ça implique, que ça soit bien un sujet d'intérêt général, et qu'il y ait une vraie envie de création communautaire, d'esprit d'équipe qui ferait que ce projet-là irait jusqu'au bout. Et donc ça, on sait qu'il y en a plein. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur le Slack. Vous pouvez directement poster vos idées sur le site dans data4good/propose. Si vous avez une idée, même si vous n'êtes pas une association, on a aussi des projets comme Pioneer qui sont construits comme ça et qui aujourd'hui ont créé une association avec ça. Donc c'est totalement dans l'ADN et on aimerait encourager ça à nouveau. Et du coup, dans cet esprit, les 2 projets qu'on va mentionner aujourd'hui, ils sont exactement là-dedans. C'est nous qui les proposons. Et même le premier en particulier, c'est moi qui le propose. C'est pour ça que je le présente aujourd'hui. C'est un projet qui est totalement nouveau. Et le deuxième, c'est un projet qui vous parle peut-être parce que c'est justement quelque chose qui avait été fait dans cette idée-là, par la communauté, pour la communauté, pendant la saison 4 en 2018, qui avait été fait par les gens qui étaient là pour se dire est-ce qu'on peut écrire une charte pour le data scientist. Ça a été ensuite testé et réévalué par Clément qui nous parlera de Labelia tout à l'heure, et c'est comme ça qu'on s'était rencontrés, c'est ce qu'il mentionne dans le chat, et ça on a envie de le remettre au goût du jour et je vais vous raconter pourquoi. D'abord, je vais vous parler de ce premier projet qui me tient à cœur, que j'ai envie de vous présenter, que j'ai envie de créer une équipe pour travailler avec moi dessus. C'est un projet que j'ai appelé bechdel.ai, qui est un projet à vocation féministe, qui a pour but de mesurer et de comprendre comment sont représentées les femmes dans les œuvres de fiction, et en particulier dans le cinéma. Et je vais vous raconter un peu ça et pourquoi je pense qu'on peut faire des choses assez cool, tout en travaillant sur une problématique assez complexe sur lequel le bénévole moyen, on va dire, de Data4Good, qui est pour la plupart un homme ingénieur, n'a probablement aucune idée. Et c'est aussi pour ça que personnellement ça m'intéresse et que je pense que ça vous intéressera. Concrètement, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient? Le point de départ, c'est il y a pas mal de discussions en ce moment sur de diversité. On m'a conseillé en tant qu'homme, regarder et écouter le podcast des couilles sur la table et du cœur sur la table de Victoire Tuaillon, qui parle de questions féministes assez poussées, sur lesquelles j'avais aucune idée. J'avais l'impression de me prétendre comme féministe, et en écoutant un peu et en m'intéressant un peu plus, je me suis rendu compte qu'en fait, j'y connaissais rien. Et du coup, j'étais assez curieux d'en savoir un peu plus. Et il y en a un en particulier qui m'a marqué, parmi d'autres, comme l'impact du patriarcat sur la viande ou sur l'écologie, ou sur lequel il y a plein de questions super intéressantes. Mais celui qui m'a intéressé notamment, c'était celui sur le cinéma et sur la manière de faire des films, qui aujourd'hui a été particulièrement dominé par un monde d'hommes. Et du coup, il y a plein de choses qui sont faites sur la représentation des féminines à l'écran. Et il y a un test qui est assez connu, parmi d'autres, et je vais en parler juste après, qui est le test de Bechdel, qui sont 3 questions à se poser quand on regarde un film, qui sont: est-ce qu'il y a 2 femmes dans le film qui sont nommées? Si oui, est-ce que ces 2 femmes se parlent à un moment et ont une discussion un peu sérieuse? Et si oui, est-ce qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme? Et là, je vous laisse 5 secondes pour penser au film que vous avez vu hier, avant-hier, au cinéma, si vous ne connaissez pas, et je vous laisse réfléchir si effectivement ce film passait le test. Moi, personnellement, celui que j'ai vu au cinéma avant-hier, je ne crois pas. Effectivement, il y a en moyenne 60% des films qui passent le test. Ce qui est très important de retenir, c'est que c'est pas un jugement de valeur. Il y a des films qui passent le test qui sont nuls, il y a des films qui ne passent pas le test qui sont très bien. C'est juste une représentation assez marquante du fait de la représentation féminine à l'écran, et qui pour nous, en tant qu'hommes,
nous semble, en fait, on s'en rend même pas compte, et ça permet de nous le mettre un peu au milieu de la figure, cette information-là. Et ça, c'est le premier point qui m'a marqué. Le deuxième point, c'est que quand on va sur le site officiel, le bechdel-test.com, on se rend compte que 80 films ont été passés au crible en 2021 par les gens, probablement par la communauté. Et c'est probablement pas assez. Et justement, alors je vois un commentaire. Et du coup, qu'est-ce qu'on a envie de faire? En tout cas, qu'est-ce que j'ai envie de faire en partant de ce constat-là? C'est que si jamais ce test-là est si simple, en tout cas marque autant, ce serait intéressant de le rendre beaucoup plus accessible. Et en fait, il y a plein de choses avec de la data et avec de l'IA qui pourraient permettre de l'automatiser un petit peu. De l'analyse d'images sur les vidéos pour mesurer la présence à l'écran, du NLP pour analyser le script et comprendre les intentions, comprendre ce qu'il y a derrière. Peut-être justement partir d'un endroit sur lequel il n'y a pas de texte et de faire du speech to text pour extraire le texte et après faire l'analyse. En tout cas, il y a plein de choses, plein d'algorithmes qui permettraient de faire en sorte qu'on construise ensemble, si vous voulez bien, un outil open source qu'on pourrait plugger à n'importe quel type de vidéo et faire ce genre d'analyse. Le rendre beaucoup plus accessible, l'étendre peut-être à d'autres choses que les films, peut-être aux séries, peut-être aux documentaires, peut-être à d'autres types d'œuvres. Alors, je vois que on mentionnait qu'il y a plein d'œuvres féministes qui ne passent pas le test, parce qu'en fait, c'est qu'un test. En gros, moi, ce que je souhaiterais, c'est que ce point-là, ce niveau 1, ce soit le point d'entrée pour les gens qui ont envie de s'intéresser à ça et de construire des choses sur le sujet. Parce qu'en fait, des variantes de ce test-là, il y en a plein, sur des variantes sur d'autres questions féministes, sur d'autres minorités. Par exemple, il y a un test équivalent sur les personnages musulmans qui est horrible quand on se rend compte de la manière dont il est formulé et de la manière dont les films ne passent pas le test. On pourrait l'imaginer justement parce qu'on l'aurait automatisé et déployé sur d'autres types de sous-groupes de population, d'autres types d'œuvres. Je mentionnais sur des documentaires, sur des séries, sur des vidéos YouTube, sur des jeux vidéo, comme ce qui va devenir un peu plus dur d'un point de vue technique, mais on pourrait tout à fait imaginer le faire. En tout cas, c'est complètement ouvert et encore une fois, ce que j'arrive là aujourd'hui devant vous avec beaucoup d'humilité sur le fait que personnellement, j'y connais rien. J'ai énormément envie de m'y intéresser et je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour nous sensibiliser ceux qui n'y connaissent rien et qui ont envie de faire des choses, pour le coup, très sexy, des algorithmes super intéressants sur un sujet comme ça et de le faire à plusieurs. Et le troisième point, qui est encore un peu plus compliqué, c'est aller au-delà du test. Il y a encore plein de considérations quand on regarde ce qui se passe dans le cinéma, sur la manière de tourner, sur les mouvements de la caméra, sur les sujets qu'on va mettre en valeur, sur différentes scènes et les manières de réaliser, qui pourraient aussi être analysées d'une manière ou d'une autre. Il y a des choses qui seront beaucoup trop complexes pour être analysées avec de la data, avec de l'IA. Mais en tout cas, il y a peut-être des choses qu'on peut faire pour analyser l'esthétique, la composition, la prise de vue, essayer de comprendre et d'automatiser certains préceptes cinématographiques, mais surtout de prendre pas mal de recul sur le sujet. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse. En tout cas, moi, dans tous les cas, je vais essayer de le faire, mais j'aimerais bien ne pas être tout seul. Et donc, si jamais vous voulez vous frotter à ces questions-là, en tout cas, clairement, mon objectif déguisé derrière, c'est de sensibiliser des gens comme moi qui, en fait, avaient aucune idée, envie de s'intéresser au sujet et de travailler là-dessus à plusieurs. Donc, qui y a besoin? Des machine learners qui font du NLP, qui font de la computer vision pour leur petit déjeuner. Des personnes qui savent et qui veulent faire de l'open source et qui, en plus, savent comment mettre en prod toutes ces choses-là, alors qu'on est en train de parler de films et donc de vidéos et donc peut-être de beaucoup d'images et donc d'un traitement qui nécessite du data engineering et de l'infrastructure pas évidente. En fait, on a envie de se sensibiliser à ces questions sans jugement, en fait, juste se poser un peu des questions et d'essayer de le faire un peu par la pratique, à l'image de ce qu'on fait à Data for Good. Et après, tout expert, acteur du secteur cinématographique, des producteurs, des réalisateurs, des gens qui ont fait des écoles de cinéma et qui en fait ont envie de mélanger des compétences avec les nôtres, en tout cas la plupart de celles qui sont autour de la table dans Data for Good,
Peut-être qu'il n'y en a pas qui sont connectés aujourd'hui, ça c'est bien possible. Par contre, vous en connaissez peut-être dans votre entourage. N'hésitez pas à les mettre en relation parce que ça serait super intéressant de ne pas faire quelque chose de data scientist juste tout seul dans son coin, mais d'un groupe, d'un collectif qui a envie de faire bouger les choses d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est une manière, peut-être. On va voir si ça fonctionne. En tout cas, si vous êtes intéressé, le channel n'est pas encore créé sur Slack, mais ce sera off-season_Bechdel AI. Je vous attends, on vous attend. Voici pour le premier projet. Le deuxième, que je vais présenter aussi rapidement, avant de laisser la place à nos sujets inspirants. Non, c'est pas vrai, on va aussi vous raconter les autres projets sur lesquels vous pouvez vous engager. C'est donc ce fameux serment d'Hippocrate du data scientist, donc qui est un sujet pour nous qui est assez important. C'était peut-être notre premier projet sur lequel on a eu une reconnaissance au-delà de notre petit groupe, qui a été fait pendant la saison 4, qui s'appelait le Data Manifesto avec Algo Transparency. Je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient là à cette époque-là, Clément mentionnait tout à l'heure qu'il était là, des gens qui avaient participé même à l'élaboration de ce serment d'Hippocrate. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une charte, de la même manière que font les médecins, pour un code de bonne conduite face à la donnée, face aux algorithmes. C'était assez avant-gardiste à cette époque. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de chartes qui existent et tout le monde en a fait une dans les entreprises, dans les fondations, dans les institutions, et c'est super. Ça a permis d'arriver aujourd'hui à un changement des pratiques qui a abouti à la régulation de l'IA en Europe, qui pour le coup est une très bonne chose. Et on va en reparler, je pense, un tout petit peu après avec Label IA. En tout cas, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et pourquoi il est de retour? C'est parce qu'en fait, il est plus là aujourd'hui. Il est malheureusement plus en ligne pour plusieurs raisons. On a perdu notre base de données quand Heroku a changé de facturation sur ce qui fait qu'on a une sauvegarde de la base de données, mais elle est plus du tout en ligne. Et ça avait été fait à l'époque, on n'avait pas encore mis tous les standards Data for Good, donc en gros aujourd'hui on peut plus y accéder. Et probablement qu'il y a des choses à rajouter sur ce qui se passe aujourd'hui dans l'éthique de l'IA, justement des questions de régulation, des questions d'impact environnemental de l'IA, dont Victor en mentionnera peut-être un mot là-dessus, sur comment aussi je mesure et comment je m'assure de minimiser mon impact sur les algorithmes que je vais créer. Donc il y a peut-être des choses à rajouter, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que déjà on veut le remettre à jour et au bout du jour. Et donc, il y a plein de questions, il y a tout qui est là. En gros, on avait un site qui était fait sur React Gatsby à l'époque, avec une base de données Mongo derrière. On aimerait bien le remettre. Alors, il est effectivement sur GitHub, mais juste, il n'est pas en ligne. Et donc, on aimerait bien le remettre quelque part en ligne. Idéalement, peut-être le remigrer à l'intérieur du site principal de Data for Good. J'ai fait une faute horrible avec un E à principal, vous m'en voudrez pas. Migrer probablement le site en site statique pour des raisons d'éco-conception. Et encore une fois, ici aussi, c'est un petit prétexte parce que c'est un projet facile pour des développeurs qui n'ont pas beaucoup de temps, peut-être sur des gros projets. Mais c'est quand même un petit prétexte pour vous donner envie de vous faire entrer dans le site de Data for Good et peut-être vous donner envie de contribuer à cette évolution. Parce qu'on a besoin d'aide aussi pour faire évoluer notre site internet et rajouter des fonctionnalités. Donc, si vous voulez un projet, pour le coup, assez facile, qui demande pas beaucoup et qui pourtant a beaucoup d'impact, on sera ravis de vous accueillir pour remettre au bout du jour ce serment d'Hippocrate. Merci pour votre écoute sur ce deuxième projet qu'on mentionne aujourd'hui. Donc ça fait 2 projets tremplins, comme on les a appelés. Les informations seront dans l'article vous mentionnant où vous connecter pour pouvoir contribuer si vous êtes intéressé. Vous pouvez aussi, donc, pour rappel, nous proposer des projets vous-même qu'on pourra présenter par exemple au prochain Monthly Marty. Je crois qu'on en a déjà 1 ou 2, donc ce sera peut-être à celui d'après, on verra bien. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour toute question. Très rapidement, en 2 minutes, avant de passer la parole à nos invités, il y a d'autres projets sur lesquels vous pouvez vous investir. Je vais les passer rapidement. Comme vous voyez, on est à 2 sur 4. En fait, ça va jusqu'à 4 sur 4. Donc, il y a encore 3 à slide, ce qui fait une dizaine de projets qui sont d'actualité aujourd'hui sur lesquels vous pouvez faire quelque chose.
Donc, je vais les balayer rapidement. Donc, il y a le projet Clepsy qu'on a lancé au précédent Mainstream Archive, vous pouvez regarder le replay, qui a pour but de développer une plateforme pour aider les parents à gérer les troubles neurodéveloppementaux chez leur enfant, avec plein d'informations scientifiques. Et ils ont besoin de différents profils, du UX UI designer, des full stack développeurs, des data analysts, des gens qui ont peut-être travaillé dans le digital avant, qui veulent le mettre à une cause un peu différente. On a le projet Mission Transition, qui est un sujet environnemental, qui est porté par différentes parties publiques, dont le ministère de la Transition écologique, qui a pour but de faciliter l'accès aux aides à la transition écologique pour les PME et les ETI françaises. Et eux, ils ont besoin particulièrement de data engineers. Ils ont plein de data scientists parce qu'il y a beaucoup de NLP. Si vous voulez faire du NLP, vous pouvez quand même les rejoindre. Ils ont surtout besoin de data engineers. Il y a le projet Ogre, qui est un atelier de sensibilisation à l'énergie, au mix énergétique et aux ordres de grandeur énergétique. Si vous avez fait la fresque du climat, les ateliers d'automne et ce genre de format ludique, c'est exactement ce que Grégory est en train de créer. En fait, a déjà créé, mais dans un Google Sheet absolument horrible. Excusez-moi, Grégory, si tu es connecté ou si tu nous vois en replay. Horrible d'un point de vue interface, mais absolument génial d'un point de vue fonctionnalité et d'un point de vue intelligence qu'il a mis à l'intérieur de la plateforme. Et donc, en fait, on a super envie de l'aider pour améliorer cette plateforme-là, enfin, créer une plateforme pour digitaliser son atelier et le rendre beaucoup plus accessible à de nombreuses personnes pour plus les sensibiliser. Et lui, il a besoin aussi de UX, UI designer, de développeurs et de data analyst parce qu'il y a quand même des choses marrantes aussi à faire. Ensuite, il y a plein d'autres projets, tous les projets de la saison 8 et 9. Code Carbone, Victor nous en reparlera tout à l'heure, ils sont à fond, ils créent plein de choses et ils ont créé une librairie Python pour mesurer, comprendre et de facto, a posteriori, réduire l'empreinte carbone de l'IA. Et il y a du développement back, du front, il y a une compréhension des enjeux environnementaux et du deep learning et de l'architecture. Enfin, il y a plein de choses super sympas si ça vous intéresse. Et puis c'est très concret parce qu'il y a une librairie qui existe et qui est utilisée par pas mal de gens. Valida Lab, un des projets complotistes qu'on connaît, qui continue à construire sa plateforme grand public pour accélérer et simplifier le fact-checking. Ils ont plein d'idées, plein d'envies. Pareil, si vous voulez les rejoindre, n'hésitez pas. Impact Score Antique, qui travaille sur analyser les données financières pour comprendre l'impact social et environnemental des entreprises. Ils ont particulièrement besoin, là, en ce moment même, du UX et du UI designer. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les contacter. Léonard a posté un message pas plus tard qu'il y a 2 heures dans le Slack, donc vous saurez le retrouver facilement. Et Substrat, qui d'ailleurs, j'ai oublié de changer le slide parce que ça s'est renommé en label IA, qui cherche des gens, qui cherche même d'ailleurs à trouver un stagiaire. Mais Clément nous en parlera mieux que moi tout à l'heure, et même pas plus tard que dans 2 minutes. Et enfin, 2 derniers projets, Cratère aussi saison 9. Ils avancent encore sur le projet qui avait été proposé sur la calcul de la résilience alimentaire des territoires. Ils ont besoin de plein de choses, beaucoup de data analyse, de développement front, back, d'éco-conception parce qu'ils ont une plateforme assez sympa où ils ont énormément travaillé l'éco-conception. Et un projet Sylvestre qu'on aimerait peut-être lancer du coup le mois prochain, qui a besoin de quelqu'un pour aider à cadrer et voir si jamais ce projet peut aboutir et peut nécessiter de constituer une équipe de bénévoles. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous voulez vous intéresser au problème de l'accès à l'eau potable en France et de construire une plateforme open data, n'hésitez pas. C'est pas du tout un sujet complotiste. J'ai oublié de changer le label. C'est un sujet d'accès à l'eau potable. Donc, jetez un petit message sur Off-Season Sylvestre ou sur Off-Season n'importe quel projet, si jamais ça vous intéresse. Justement, comment ça fonctionne? Ça, je vais passer, on a déjà parlé beaucoup. Première étape, rejoindre le Slack à l'adresse dataforgoods.fr/join. Vous avez un petit questionnaire et après, on vous invite à rejoindre le Slack. Rejoindre le bon canal Slack dans lequel vous pourrez retrouver les autres bénévoles et en rentrant dans ce canal Slack, se présenter et essayer de trouver un moment pour parler avec l'équipe, trouver un moment ensemble pour commencer à travailler. Tout simplement. Et je pense que c'est bon. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat de Twitch. On pourra y répondre en parallèle de nos invités dans la dernière section. Et je vais inviter Ben à remonter sur scène accompagné de Clément qui va passer en premier pour
nous présenter des projets et nous faire un peu rêver, nous inspirer. Hello, merci beaucoup Théo. On va tout de suite donner la main à Clément. On a pas mal parlé ces dernières minutes et il va nous expliquer le changement de prénom de Substrat vers Labelia et aussi nous expliquer c'est quoi Labelia, quoi. Clément, la main est à toi. Ouais. Merci de m'accueillir une fois de plus chez Data for Good. On a eu la chance de pouvoir participer à 2 saisons et c'est vraiment des super moments. On a gardé contact avec plein de bénévoles. Certains sont devenus membres et donc on est vraiment content de pouvoir continuer à travailler. Je vais vous expliquer aussi sur quel sujet on travaille toujours avec Data for Good. Mais d'abord, vous présenter un petit peu Labelia Labs et vous présenter pourquoi, en fait, on est passé de Substrat Foundation à Labelia Labs. Donc, à la base, Labelia Labs, c'est une association loi 1901 et qui a pour but de travailler à développer des pratiques collaboratives responsables et de confiance de la data science. Et sur ces sujets, on a 2 thèmes principaux. Un thème que vous connaissez bien, qui est l'IA responsable et de confiance, et sur lequel je vais parler notamment de la création du label aujourd'hui. Et un thème qu'on a un peu moins présenté, qui s'appelle le Privacy Preserving Federated Learning, dont on a moins eu l'occasion de discuter dans le cadre de Data for Good, mais vous connaissez peut-être un petit peu le sujet. En gros, c'est de l'apprentissage fédéré, c'est permettre de faire collaborer des startups avec des hôpitaux, par exemple, ou des entreprises qui seraient concurrentes, qui voudraient travailler sur des modèles, mais sur des données qui sont soit privées parce que c'est des données patients, par exemple, soit parce que c'est des données qui sont des données entre entreprises concurrentes et donc qui ne peuvent pas partager entre eux. Et donc pour cela, il y a un framework qui a été créé, qui a été porté par Rockin, qui l'a mis en open source et qui aujourd'hui est utilisé dans 2 projets, 2 consortiums. L-Chain, donc c'est le travail avec des hôpitaux, et Melody, qui est un consortium européen où différents entreprises pharmaceutiques améliorent leur modèle pour découvrir de nouveaux médicaments. Et ce framework, il a été mis en open source, et c'était un petit peu le rôle premier de l'association, d'animer la communauté autour de ce framework open source. Alors, on a eu la chance, on avait planifié à 5 ans que ce framework serait porté par une grande association de l'open source, et finalement, ça arrivait beaucoup plus tôt prévu, puisqu'on a la chance que ce framework est maintenant porté par la Linux Foundation AI. Donc, pour tous ceux qui connaissent un peu l'open source, j'imagine que la Linux Foundation, ça doit parler. Et donc, comme maintenant, ce framework est porté par la Linux Foundation et donc rentre au sein de certains comités portés par la LFAI, ça avait moins de sens qu'on continue à garder le nom Substrat Foundation. Et donc, on a décidé de renommer l'association pour plus marquer le fait qu'on travaille aussi sur l'IA responsable et de confiance. Ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas à intervenir sur les projets L-Chain et Melody. On continue à travailler sur ces sujets-là, mais le focus un petit peu de l'association est mis aussi sur l'IA responsable et de confiance. Alors, l'IA responsable et de confiance, c'est quoi? Tout simplement, si vous êtes ici, vous devez en être convaincu. Avec l'IA, on peut faire de plus en plus de choses. Ça impacte de plus en plus plein d'industries, tous les secteurs confondus, de la voiture autonome à le marketing, les RH, mais aussi les projets qu'on peut voir aujourd'hui à impact positif. Donc, on est persuadé que le potentiel de l'IA, il est immense. Mais de notre côté, on a de plus en plus de craintes autour de la donnée privacy, par exemple, autour des biais, autour des impacts sociétaux, environnementaux. Et ces craintes, elles viennent à la fois des citoyens, à la fois d'associations, à la fois aussi des autorités. On va parler rapidement de la réglementation. Mais on a en tout cas ces 2 tendances qui s'entrechoquent. Et nous, on a voulu en fait travailler sur comment un petit peu résoudre cette tension. Et notre but, c'est de développer des approches d'IA responsables et de confiance. Le premier point d'entrée qu'on a élaboré depuis maintenant 2 ans, à travers différents ateliers participatifs, c'est de créer un référentiel cadre pour la data science responsable et de confiance. Le but, c'est qu'il s'adresse vraiment aux praticiens,
parce que nous, ce qu'on avait trouvé, c'est énormément de chartes. Il y a beaucoup. Il y a même maintenant, il y a des méta-études sur toutes les chartes qui peuvent exister. Et on avait un petit peu du mal à voir comment des data scientists pouvaient utiliser ça. Et donc, on a voulu créer ce référentiel qui soit utile aux praticiens et qui soit disponible. Comment ça s'est présenté? Petit à petit, au fil de nos ateliers, au fil des risques qu'on a identifiés, des points à mettre en place pour lutter contre certains risques, on a créé en fait ce référentiel sous forme d'une évaluation. Et cette évaluation, elle va permettre à n'importe quelle organisation d'évaluer son niveau de maturité autour de ces pratiques de data science. L'objectif aussi, c'était de mettre à disposition tout un tas de ressources pour ceux qui ne sont pas familiers avec certains sujets. Et donc, on essaye en face de chaque point d'évaluation de pouvoir mettre des ressources. Et on en a même créé, c'était le cas de la saison 8 de Data for Good, où on a, avec certains bénévoles, dont certains sont dans le chat, mis en place un certain nombre de ressources pour les mettre à disposition et qui sont maintenant présentes dans le référentiel cadre. Donc, ce référentiel, il essaie de couvrir de manière le plus large possible différents domaines. Donc, je ne vais pas vous le détailler. Je vous enverrai sur le chat dans quelques instants un lien vers ce repo. Mais c'est un référentiel qui est open source. Il a un comité de gouvernance. Il a destination à évoluer de manière semestrielle. Le but, c'est que ce soit quelque chose de vivant, puisque, comme vous le savez, la data science, c'est quelque chose qui évolue constamment, avec des nouveaux outils, avec des nouveaux risques qui apparaissent. Et donc, on essaye, avec l'association, de maintenir à jour ce référentiel et avec tous les bénévoles qui participent à nos meet-up et qui participent à l'élaboration de ce référentiel. Donc, ce référentiel, il est... Donc, pour vous montrer un petit peu comment on s'organise, donc, on a lancé depuis il y a 2 ans un meet-up qui est maintenant en partenariat avec Data for Good. Et ces ateliers ont pour but de présenter certains sujets autour du référentiel ou parfois même de rentrer dans le détail du référentiel pour faire évoluer. C'est un meet-up qui a lieu une fois tous les 2 mois où on va faire du coup différentes présentations. On a notamment eu une table ronde sur le projet de règlement européen de l'IA. On a présenté aussi j'ai perdu le nom, mais l'outil de la Maïf qui a été mis en open source sur l'explicabilité. Pardon. Et donc, c'est à travers ces ateliers qu'on essaye de présenter des sujets auprès de la communauté et qu'on essaye d'avoir des retours sur le référentiel pour le faire évoluer. On a également mis en place une plateforme, parce que notre référentiel est sur GitHub, donc il n'est pas forcément très pratique. Et donc, on a mis à disposition une plateforme en libre accès qui permet aux organisations de se connecter et puis de pouvoir remplir leur évaluation, de retrouver toutes les ressources et à la fin, d'obtenir un score de maturité sur leur pratique. Et qui va permettre également d'identifier les différents domaines là où il y a peut-être matière à progression. Donc, on a mis cette plateforme, on l'a testée auprès de plusieurs entreprises. On a une quinzaine d'organisations qui ont rempli le questionnaire avec des scores souvent assez faibles, différents niveaux de maturité. Et pour ceux qui avaient un niveau de maturité plutôt fort, ils sont venus nous dire c'est super, on a un score de maturité, mais maintenant, comment on peut l'exploiter? Donc, on a des ressources pour s'améliorer, mais qu'est-ce qu'on en fait finalement de ce score? Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer un label qui va permettre aux entreprises qui ont atteint un certain score de pouvoir rentrer dans un processus d'audit sur lequel nous, on va intervenir, c'est-à-dire qu'on va aller vérifier un petit peu les justifications qu'ils ont mis, on va organiser un call avec l'entreprise pour vérifier que ce n'est pas des consultants qui ont rempli de manière un peu pour avoir la meilleure note les différents éléments d'évaluation. Et le but, c'est qu'on puisse délivrer ce qu'on appelle le label IA, le label d'IA responsable et de confiance, avec 2 niveaux pour les entreprises qui ont un score de 45 supérieur à 45 sur 100, le label IA intermédiaire, et pour les entreprises qui ont un rating supérieur à 55, le label IA avancé.
On s'est beaucoup inspiré de Bicorp, que ce soit dans le processus, mais aussi dans la tarification qu'on propose. Pourquoi on a mis en place une tarification? C'est que pour pouvoir continuer à maintenir ce label, pour pouvoir continuer à maintenir aussi le référentiel d'évaluation et le faire évoluer, on a des frais de fonctionnement de l'association. Et l'objectif, c'est qu'à terme, les cotisations annuelles au label puissent permettre de financer ce label. Alors, pourquoi les organisations veulent se faire labelliser? Tout d'abord, il y a une réglementation de l'Union européenne qui arrive bientôt. Alors, si c'est comme avec les RGPD, ça devrait prendre encore 2-3 ans. Mais en tout cas, les entreprises commencent à se préoccuper de leurs pratiques parce que, d'un point de vue business, pour travailler avec des partenaires, pour les citoyens, on a de plus en plus de gens qui observent ce que font les entreprises. On a des scandales qui arrivent toutes les semaines sur les entreprises qui utilisent de l'IA. Et en fait, les entreprises ont commencé à comprendre à quel point c'était important d'avoir ces discussions-là. Elles-mêmes, en fait, elles ne connaissent pas toujours en fait, les bonnes pratiques. Et la plateforme, avec ses ressources, leur permet en fait d'identifier les points qui seraient à mettre en place au sein de leur équipe data science. On a beaucoup d'organisations qui, lorsqu'elles ont fait l'évaluation, elles ne souhaitent pas forcément se faire labelliser, mais lorsqu'elles ont fait les évaluations, elles sont revenues vers nous pour nous dire bon, on a appris plein de choses avec cette plateforme. Donc ce label, on est en train de finaliser le lancement. On va communiquer dessus à partir de la semaine prochaine. On a déjà 3-4 entreprises candidates. Je ne peux pas encore vous dire lesquelles, mais c'est des entreprises de différentes tailles et dans différents domaines qui vont être les premiers candidats à ce label. Et donc, on est très content de pouvoir le lancer et on espère qu'on va pouvoir le faire grandir. Voilà, on commence à avoir des soutiens. On a le soutien de Data for Good, mais on a aussi deux entreprises spécialisées dans la formation, Ivan City, qui est une école pour data scientists, et Blend. Donc, vous pouvez voir un petit peu les événements passés sur le Slack de Data for Good qui nous soutiennent. Et puis, au niveau des financements, on a reçu différents financements de la région Île-de-France et de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, si vous souhaitez rejoindre l'initiative, qu'est-ce qu'on cherche? Déjà, on cherche des organisations qui s'évaluent et qui nous font des retours un petit peu sur qu'est-ce qu'elles ont pensé de la plateforme, que ce soit fonctionnellement, mais surtout du référentiel s'il y a des points qui pourraient être améliorés. Et puis, le meet-up qu'on co-organise avec Data for Good, c'est un bon moment pour discuter de plein de sujets liés à l'IA responsable. Et puis d'apprendre de nouvelles pratiques et puis de proposer aussi des ressources. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à joindre le Meetup Data Science Responsable et de Confiance. Et puis, dans les autres points qu'on cherche, donc on est en train de rechercher un stagiaire pour nous aider sur toutes ces initiatives, et notamment une sur laquelle on a participé à la saison 9 de Data for Good, qui est un MOOC d'introduction à tous ces sujets-là. On a plein de contenus qui ont été rédigés. Il y en a encore plein à rédiger ou à mettre en forme sur base de ce qui a déjà été fait. Et donc, on serait ravis de recevoir un peu d'aide sur tous ces sujets. Voilà, j'espère pas avoir été trop long, Benjamin. Non, ça va. Merci, Clément. Tu as quelques questions dans le chat. Victor qui me ping sur Slack. Je te laisserai répondre. Peut-être pour revenir, toi, sur un peu l'histoire de Substrat. Donc maintenant, Labellia, combien vous êtes, comment toi, tu as rejoint la SOS ou la fondation? Donc aujourd'hui, on est 2 salariés à plein temps dans l'association et on accueille régulièrement des stagiaires qui viennent nous aider. Donc moi, je suis arrivé en cours. L'association était déjà lancée et je suis un peu arrivé pour aider dans le cadre du projet, notamment Mélodie. Moi, à la base, j'ai pas du tout de formation de data scientist. J'étais vraiment sur de la gestion de projet. J'ai travaillé dans des cabinets de conseil. Puis j'ai fait un peu de produit aussi dans une start-up qui était liée à des sujets de mécénat, qui est un petit peu dans
domaine que vendredi que vous avez présenté tout à l'heure. Et moi, en fait, ce qui m'a intéressé, c'est toujours en fait l'IA. C'était un peu le buzzword dont tout le monde parlait. Il y avait aussi des composants de blockchain dans le framework Substrat. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était un petit peu de rencontrer vraiment des vrais data scientists qui faisaient les choses. Et c'est par cet intermédiaire-là que je suis rentré, que j'ai commencé à m'intéresser au sujet et que j'ai eu l'occasion de rencontrer tout un tas de data scientists plus ou moins au courant de ces sujets. Et c'est ce qui m'a fait rentrer un petit peu dans ce domaine-là. Ok, trop bien. Super intéressant, super inspirant. C'est aussi cool de voir comment vous évoluez. Ça fait 2 saisons qu'on a fait ensemble. On voit qu'à chaque fois, il y a des nouvelles initiatives. Donc, trop bien. Et on a hâte d'entendre encore de vos nouvelles. On va passer à Agnès, je pense. Et je te laisserai répondre aux questions dans le chat directement. Ça marche. Mais encore merci pour l'invitation. Merci à toi et à très vite. Salut Agnès. Bonjour. Donc toi, tu vas plutôt nous parler de ton expérience chez Phoenix. Yes. Et comment on fait de la data dans une entreprise à impact. Ouais. Et Oui. je vais te laisser présenter. Yes. Alors déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis hyper contente de pouvoir partager mon expérience. En fait, ce qui m'a amené à rejoindre Phoenix, c'était un peu la même motivation que pour le projet. Pour les gens qui doivent rejoindre Data for Good, j'imagine, c'était la volonté de mettre du coup des compétences techniques au profit d'un projet qui a du sens. Et donc voilà, je suis hyper contente de pouvoir présenter Phoenix à la communauté aujourd'hui. L'idée, c'est que du coup, je vous explique un petit peu ce qu'on fait chez Phoenix. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Ouais, on voit très bien ton écran. Yes, top. Donc Phoenix, c'est une entreprise qui est une start-up de l'économie sociale et solidaire qui lutte contre le gaspillage, principalement des produits alimentaires. Et en fait, on travaille avec des acteurs qui sont sur tous les niveaux de la chaîne de valeur. On travaille avec des professionnels, donc avec des producteurs industriels, des distributeurs, donc dans l'industrie agroalimentaire. Et on travaille également ensuite avec les consommateurs qui vont pouvoir profiter des produits invendus des industriels et des distributeurs en les achetant à prix réduit, et avec des associations qui vont pouvoir récupérer aussi gratuitement des invendus pour pouvoir les redistribuer à leurs bénéficiaires. Donc, l'idée derrière Phoenix, c'est vraiment à la fois avoir un impact environnemental positif via la lutte contre le gaspillage, et également un impact social via le don à des associations et le fait de permettre à des consommateurs aussi d'acheter des produits à prix réduit. On a développé du coup chez Phoenix toute une suite de produits qui nous permet d'atteindre de lutter contre le gaspillage alimentaire et d'atteindre le zéro déchet alimentaire. Donc le premier produit en fait qui est en haut, un peu du tunnel, c'est un outil de contrôle de date qui est peut-être un petit peu moins connu par le grand public, mais donc c'est un produit qui permet chez le distributeur de pouvoir repérer dans les rayons les produits qui arrivent à expiration dans quelques jours, et donc de retirer les produits du rayon suffisamment tôt pour qu'ils puissent être revalorisés derrière. Après, on a développé des produits qui permettent de revendre à prix réduit des produits qui sont proches de la date de péremption. Ça peut se faire en magasin via ce qu'on appelle du stickage. Donc ça, c'est quand il y a quand vous avez des rayons dans le supermarché sur lesquels il va y avoir des étiquettes moins 30% parce qu'ils se périment le lendemain, par exemple. Et il y a également l'application Phoenix qui peut être téléchargée par tout le monde, par des particuliers, pour pouvoir venir donc précommander des invendus et venir les récupérer en magasin.
Donc ça va être un autre canal de revalorisation par la vente. Et on a également ensuite le don aux associations. Donc les produits qu'on sait qu'ils ne vont pas pouvoir être vendus sont donnés aussi à toutes les grandes associations avec lesquelles on travaille d'aide alimentaire, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, le Secours populaire. Voilà, on travaille avec toutes les grandes associations nationales. Et on a également développé un service de revalorisation animale pour que, en fait, tous les produits qui ne peuvent pas être donnés pour de l'alimentation humaine ou revendus puissent quand même trouver un usage. Et donc, on travaille avec un réseau d'éleveurs partenaires qui récupèrent les produits restants pour justement atteindre cet objectif du zéro déchet alimentaire. Donc voilà, on a beaucoup de produits différents pour répondre à l'enjeu du gaspillage alimentaire chez Phoenix. Et Phoenix, maintenant, on existe depuis 7 ans maintenant. Donc on a sauvé 150 millions de repas depuis 2014. On est présent dans 5 pays, on est un acteur européen. Donc français initialement, mais on est maintenant aussi en Espagne, Italie, Portugal et Belgique. Il y a 250 personnes qui travaillent chez Phoenix. On travaille avec 1500 associations et on a 12 000 clients et 2,5 millions d'utilisateurs de notre application qui permet d'acheter des produits à prix réduit. Donc voilà pour la présentation de Phoenix. Et donc moi, je suis arrivée chez Phoenix il y a 2 ans pour créer l'équipe data et justement mettre la data au service de la lutte contre le gaspillage. La mission de l'équipe, elle est double. Il y a une mission, la première mission, elle est orientée plutôt vers l'interne. Notre but, c'est d'aider les employés de Phoenix à être plus efficaces dans la lutte contre le gaspillage alimentaire au quotidien. Ça passe beaucoup par des sujets de mise à disposition des chiffres en interne, de BI, d'automatisation aussi de tâches récurrentes qui peuvent être du reporting, mais on a aussi mis d'autres outils en place pour les équipes opérationnelles. Et l'autre axe de la mission de l'équipe, c'est d'aider également notre partenaire externe à être aussi à mieux revaloriser leurs produits, à optimiser la revalorisation des invendus. Donc, c'est les associations avec lesquelles on travaille, les distributeurs, les industriels. Et là, on crée des produits data pour que la donnée puisse servir à optimiser la revalorisation des produits. Donc, c'est beaucoup de sujets d'analytics embarqués, embed analytics dans nos produits, construire des dashboards de prise de décision. Et également, on commence à travailler sur aussi de l'intelligence artificielle pour pouvoir prendre la meilleure décision, le meilleur canal de revalorisation pour chacun des produits à revaloriser, qui permet d'avoir le meilleur impact derrière. Donc voilà pour ce qu'on fait. Pour pouvoir faire ça, on a mis en place une stack chez Phoenix avec un certain nombre d'outils. On essaye du coup de faire le maximum pour être au standard de ce qui se fait aussi dans des boîtes tech. Donc on a pas mal de sources de données qu'on utilise chez Phoenix, donc à la fois les produits Phoenix qu'on a développés et également les outils, tous les outils SaaS qu'on peut utiliser. Et on utilise, donc je sais que c'était un projet qui a été porté aussi par Data for Good, donc je le mentionne, on utilise aussi Open Food Facts parmi nos sources de données. On a une data warehouse sur Google Cloud. On utilise Fivetran pour l'ingestion. On fait la partie de modélisation en utilisant DBT. Et ensuite, le stockage des tables est fait dans BigQuery. Et après, pour la visualisation, on va utiliser, on a 2 plateformes différentes en fonction de si c'est une visualisation en interne, où on va utiliser Looker, et en externe, on utilise un outil qui s'appelle Tuile.io,
qui me permet de faire uniquement la visualisation des graphes dans notre plateforme Phoenix, sur lesquels on peut gérer les dons aux associations. Donc voilà pour la stack actuelle. On utilise aussi, donc ça c'est plutôt aussi la stack qui permet une stack en batch, en asynchrone, et on a commencé aussi à travailler sur des problématiques en synchrone, notamment pour faire communiquer nos différents outils entre eux, en utilisant un bus de données via Kafka. Ça nous permet de faire communiquer les différentes sources dont je vous ai parlé, pour qu'elles aient en temps réel les informations de ce qui se passe dans les autres outils. Et voilà, on se dirige aussi vers on aimerait cette partie de produit Embed Analytics qui est aujourd'hui en asynchrone. On aimerait être capable de pouvoir la mettre aussi en temps réel, maintenant qu'on utilise aussi un bus de données pour pouvoir avoir les chiffres, donc quand il y a de revalorisation des produits de nos clients ou de combien une association a en temps réel. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'aurais peut-être une question. Enfin, j'ai une question, clairement. C'est quoi, toi, ça fait 2 ans que tu es chez Phoenix. Oui. C'est quoi un peu le challenge que tu peux représenter de faire de la data dans une entreprise à impact, s'il y en a un? Ouais, du coup, en fait, j'avais travaillé dans d'autres boîtes avec une culture beaucoup plus tech avant. Et c'était un gros challenge parce que du coup, il n'y avait pas du tout cette culture-là quand je suis arrivée. Il n'y avait pas non plus des produits qui avaient été développés dans l'optique de collecter de la donnée propre. Et du coup, comme beaucoup de gens doivent le savoir, ici, c'est aussi la collecte de la donnée qui est assez clé dans les cas d'exploitation ensuite qu'on peut en faire derrière. Donc ça, c'était difficile du coup d'avoir les bases n'avaient pas été forcément posées au début. Et après, dans l'éducation aussi, la boîte il y avait déjà pas mal de personnes chez Phoenix, et on était une équipe data. Au début, j'étais toute seule, donc on a aussi mis en place un système pour donner des outils qui permettent à tout le monde d'être autonome sur la collecte de la donnée, sur la consultation de la donnée, et pouvoir justement gérer les demandes avec un nombre réduit de personnes. Ok, super intéressant. Et je pense une question qui va être un peu dans la continuité. Comment toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui aimeraient faire de la data dans des entreprises à impact? Et peut-être lié à ça, vous êtes combien la data aujourd'hui chez Phoenix? Ouais, alors donc dans l'équipe aujourd'hui, on est 7 maintenant. Il y a 3 data analysts, un data ingénieur et 2 CRM admin, parce que du coup, c'est un des sujets justement que j'évoquais tout à l'heure. On a mis en place Salesforce en tant que CRM dans l'entreprise parce que on n'avait pas de base de données qui était commune à l'ensemble de la boîte et qui nous permettait de joindre les différentes sources qui existaient chez Phoenix. Donc c'est aussi une partie qui est dans l'équipe data. C'est pour ça qu'on est 7 et plus moi aujourd'hui. Voilà. Et après, le conseil que je donnerais, je pense qu'il faut avoir de l'ambition et en même temps être pragmatique. C'est-à-dire que pas forcément vouloir commencer trop vite. Justement, aujourd'hui, on fait pas encore vraiment de data science chez Phoenix. Et souvent, je pense quand on arrive dans une entreprise où il n'y avait pas du tout cette culture-là avant, c'est pas possible tout de suite de commencer à faire des choses qui peuvent être très sexy, peut-être sur le papier, mais quand les bases sont pas là, voilà, donc faut être on y arrive, mais ça demande du temps, donc voilà, faut être patient.
et pragmatique pour faire d'abord aussi ce qui est le plus important pour l'entreprise et ce qui a le plus d'impact au début. Ok, merci beaucoup Agnès. Je pense qu'il y a encore quelques questions dans le chat. Ouais, je les vois pas du coup. Je vais peut-être arrêter. Si tu l'as, si tu vas dans comments de. Ah, mais tu peux peut-être pas y répondre. On y répondra peut-être. Merci beaucoup. Et attends, moi j'avais une autre question. C'est un peu pour continuer sur ce que tu disais. Quand est-ce que vous avez commencé à faire du ML chez Phoenix? Ouais, justement, en fait, du coup, on aimerait bien faire ça en 2022. Ça dépend pas mal de l'équipe produit aussi et de la capacité qu'ils ont à nous fournir un produit qui nous permet de collecter de la donnée propre. Et donc, je pense que 2022. Ok, trop bien. A priori, premier data scientist dans l'équipe l'année prochaine. Ouh. Et on a une channel pour ça. Je pense que super good. Mais on a hâte de voir ce que vous pouvez faire en ML chez Phoenix. Je suis sûr qu'il y a des applications assez folles et qui vont avoir un impact certain. Merci beaucoup. Merci à toi, Agnès. Et on va passer au dernier speaker de la soirée qui est Victor. Je sais que Victor, tu as un impératif dans 18 minutes. Donc, on va voir si tu arrives à tenir dans les 18 minutes. Je crois que tu es en mute, Victor. Yes. Écoute, on va essayer. J'envoie un message sur Slack. Du coup, je vais commencer par partager mon écran. Tu as bien mis tes petites équations derrière pour faire genre. Ouais, exactement. Ok. Donc, normalement, vous voyez mon écran là. C'est bon? Ouais, ok. Non, on voit pas ton écran. Comment ça? Votre écran est partagé par le biais de l'application StreamYard.com. Je peux arrêter et recommencer. Ça marchait tout à l'heure, non? Ah, c'est bon. Ok, voilà. Très bien. Magnifique vue, j'adore. Donc, je vais commencer rapidement par effectivement vous parler de Code Carbon, qui est un package qu'on a créé à Mila. Donc, moi, je suis doctorant à Montréal en intelligence artificielle et qu'on a commencé à créer il y a un an et demi, quelque chose comme ça. Et donc, le but, c'est d'être capable de, dans le code Python, lancer un tracker, faire des trucs, arrêter le tracker et mesurer l'impact carbone en mesurant la quantité d'énergie et ensuite en multipliant cette quantité d'énergie par l'intensité carbone, donc grammes de CO2 par kilowattheure de la zone où l'utilisateur est présentement. Donc c'est un projet que j'ai porté pendant la saison 9 et qui continue sur le channel 9 Code Carbone sur Slack, donc vous êtes tous les bienvenus. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. C'était juste une petite intro. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais voilà. Donc c'est depuis 24 heures, il y a des grosses inondations en Italie, surtout du coup là, Catania, rien à voir avec le jeu. Et donc on voit qu'il y a des événements climatiques qui se produisent un peu partout. Et heureusement, pour la plupart des gens, en fait, c'est quand même souvent ailleurs, et c'est pas chez soi. Et donc, dans notre labo, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait utiliser l'IA pour rapprocher les conséquences de réchauffement climatique des gens, pour rendre ces conséquences-là plus personnelles, et pas toujours se dire « Ah, bah, c'est en Italie, c'est aux États-Unis, c'est au Canada, et quand c'est dans votre pays, bah, en fait, c'est pas chez vous. » Et on s'est demandé si on pouvait utiliser l'IA pour faire ça. On a créé un site web qui s'appelle « Ce climat n'existe pas ». Et le but, c'est d'utiliser de l'IA pour simuler les effets de trois impacts climatiques, trois conséquences du réchauffement climatique, les inondations, comme vous voyez là, des feux de forêt et le smog, la pollution de l'air. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on s'est dit qu'en utilisant de l'IA, on pourrait rendre l'expérience beaucoup plus personnelle et que le but, ce serait c'est de se mettre à la place des autres et de voir dans son propre quartier
à quoi ça ressemble quand ça arrive. C'est pas un exercice de prédiction climatique. Les images que vous allez trouver sur ce site viennent de Google Street View et notre algorithme tourne sur toutes les images. Donc c'est pas du tout un but de pouvoir savoir qu'est-ce qui va se passer chez vous. Le but, c'est de vous rendre compte de ce qui se passe quand ça arrive à d'autres. Donc là, par exemple, j'ai pris la place des terreaux à Lyon pour illustrer des inondations. J'ai cliqué sur la carte quelque part, ça m'a amené au cabinet médical Ipso. J'ai rien contre ce cabinet médical, mais en fait, l'image était... je trouve que l'angle était pas mal, et donc ça, c'est vers les arts et métiers. Et donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que quand il y a des feux de forêt en ville, si ça devait vous arriver, les vraies conséquences ressembleraient plus à ça. Ça ressemblerait plus à ce qui s'est passé, par exemple, en Californie. Donc, c'est-à-dire que le ciel est rouge, il fait sombre. Et puis, vous reconnaissez peut-être cet endroit, certains d'entre vous. Ça, c'est le Liberty Living Lab, par exemple. Et donc, ça, c'est un traitement de smog. Donc, c'est de la pollution. Il y a de la pollution atmosphérique intense. Ça ressemble à ça. C'est des images qu'on voit d'habitude plutôt à New Delhi ou à Shanghai. Mais en fait, c'est des événements qui vont augmenter en fréquence et en intensité avec les changements climatiques. Donc là, je vous ai montré, j'ai pas pris trop de risques parce que j'ai fait des images pre-rendered, enfin, j'ai mis les adresses avant, mais en fait, le site est live. Vous êtes les bienvenus pour tester, partager et faire un peu l'expérience autour de vous. Le but, c'est vraiment d'imaginer les désastres climatiques. Alors, c'est fait au Québec, donc parfois, il y aura peut-être des tournures de phrases qui vont vous surprendre, mais c'est aussi en anglais, d'ailleurs. Il y a un petit bouton là. Et donc, le but de cette expérience, c'est vraiment d'être capable de choisir un endroit n'importe où et s'il y a des images chez Google Street View, voilà, un endroit au hasard, on va pouvoir simuler, utiliser notre IA pour montrer à quoi ça pourrait ressembler. Donc, il y a évidemment des informations. Tout à l'heure, j'ai commencé directement par les images parce que c'est ce qui est... On a envie de jouer avec ça, mais en fait, il y a beaucoup d'informations pour partager autour de vous. Voilà, si le 209 rue Girard avait une inondation, ça pourrait ressembler à ça. Puis il y a toute une section « Et maintenant » avec des informations, des liens vers d'autres ressources, des outils de partage, de rappels, des trucs comme ça. Je vais du coup juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble, qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est toujours sur le site, dans la section About, si vous scrollez un peu là dans la partie méthodologie. Il y a cette animation. Alors malheureusement, c'est du JavaScript et je peux pas vraiment mettre pause. Mais en fait, l'idée, c'est de dire que pour créer des inondations, pardon, Covid. Pour créer des inondations, on prend l'image en entrée. Il y a une première partie de l'algo qui va essayer de deviner, de prédire où devrait y avoir de l'eau. Une deuxième partie de l'algo qui va peindre une texture d'eau. Et ensuite, on copie-colle l'image, le contexte original sur la partie où il y avait un masque. Pour les feux de forêt, il y a un peu moins d'IA. Il y en a quand même un peu. En fait, l'IA, elle arrive au moment où il faut rendre le ciel rouge. Pour rendre le ciel rouge, il faut savoir où est le ciel. Et donc, pour ça, on utilise de la segmentation. Donc, ça ressemble à ça. Et le smog, la partie IA, c'est être capable de dire quels objets sont loin pour arriver à faire un effet où l'opacité du filtre dépend de la distance de l'objet à la caméra. Et ce qui n'est pas facile quand on n'a qu'une image. Il faut des informations supplémentaires et la plupart du temps, on ne les a pas. Donc, en fait, le mieux, c'est d'utiliser un algo d'IA pour faire ça. Voilà, pour être un peu plus nerdy, bon, il y a un papier qu'on a soumis à une conférence qui s'appelle iClear. Ça, c'est la version archive. Et en fait, comment marche le modèle, c'est qu'on a une image qui rentre et puis on produit
D, c'est pour la depth, donc on dit une carte des profondeurs. Ensuite, on utilise ça pour prédire une carte de segmentation et on utilise ça pour prédire le masque de où est-ce qu'il devrait y avoir de l'eau. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que en une fois, on a les 3 prédictions qui nous servent à prédire les événements. Et donc, concrètement, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. On rentre un peu, pas trop zoomer, c'est moche, mais donc voilà. Donc le modèle, il apprend à faire ça. Donc il apprend à dire ça c'est plus, ça c'est plutôt près, ça c'est plutôt loin, ça c'est du bâtiment, ça c'est du ciel, ça c'est du sol. Et ensuite, à prédire où est-ce qu'il devrait y avoir de l'eau en conséquence. Et ensuite, il y a un autre modèle qui va prédire, qui va peindre de l'eau en fonction du contexte. Voilà, je ne sais pas s'il y a des... je ne veux pas être trop long. J'ai plutôt envie de discuter si vous avez des questions. Non, c'est trop bien. Je suis en train d'utiliser l'outil à la maison de mes grands-parents. C'est très badant. Mais tout va bien. Il y a une question de Théo. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme dataset pour labelliser les données? Ouais, alors, il y a deux... Comme je disais, il y a deux parties. Il y a une partie qui... Bon, l'eau, c'est le plus dur. Pour l'eau, il y a deux parties. Il y a le masque. Où est-ce qu'on met de l'eau? Et il y a les textures d'eau. Les textures d'eau, c'est un GAN à peu près normal. Enfin, bon, il y a des petits tweaks, mais en gros, c'est un GAN normal. Donc, en fait, on a collecté des images sur Google et on a utilisé des algos préentraînés de détection d'eau pour dire où est-ce qu'il y a de l'eau dans les images. Et ensuite, on a entraîné un GAN à prédire à peu près à reconstruire l'eau qu'il y avait dans les images qu'on a collectées. Ça, c'est vraiment pas la partie la plus difficile. La partie difficile, c'était de dire, alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir où est-ce qu'il y a de l'eau? Pour ça, il n'y a pas de données. En fait, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est exactement le même point de vue avant et après une inondation et dire, voilà, là, il y avait de l'eau, là, il n'y a pas d'eau. Ça n'existe pas. Du coup, on a utilisé des données synthétiques. Ça veut dire qu'on a produit un dataset qui est partagé, d'ailleurs, il est dans le papier, issu d'un monde simulé qui a été codé en Unity 3D, donc qui est un truc de jeu vidéo, et où du coup on a pu faire un monde, une petite ville, une petite campagne, une petite banlieue, et on a dit voilà, dans ces endroits-là, on va prendre des screenshots en gros, avant et après avoir mis de l'eau. Et donc on entraîne notre modèle avec ces données-là dans un monde simulé, et ensuite on utilise des techniques d'IA qui s'appellent Domain Adaptation pour que ça marche sur des vraies données, pas que sur des images de jeux vidéo. Ok, c'est trop bien. Je suis en train de me dire qu'il y a un truc très méta à faire, c'est de faire l'effet du changement climatique dans les jeux vidéo. Ouais, sous l'eau, c'est facile que dans la vraie vie. C'est peut-être toucher un autre public un peu plus nerdy, quoi. Il y avait une question, c'est quoi le impact pour le moment, quelles sont les prochaines étapes? La campagne médiatique, est-ce qu'il y a eu moi, j'ai été un peu surpris par l'absence de réponse en France. Ouais. On a eu plutôt des bonnes réactions au Canada, aux États-Unis, en Italie, en Espagne. Assez peu d'écho en France, c'est pas très grave. En tout, donc nous on a lancé le site web, donc ce climat n'existe pas, il y a 2 semaines, un peu moins. Enfin, jeudi, il y a 2 semaines, quoi. On a eu au moins 185 000 visiteurs uniques. Donc, c'est vraiment cool. Ça fait vraiment beaucoup de monde. Évidemment, ça a fait cracher un petit peu au début l'infra. Ouais. Mais ouais, ça, c'est les stats Google Analytics. Donc, comme il y a plein de gens qui ont des bloqueurs, je pense qu'il y a plus de gens que ça qui sont venus, mais on peut pas le savoir. Donc, c'est plutôt cool. Après, ce projet, il a une durée de vie limitée. Ça coûte très cher de faire tourner des GPU toute l'année à la demande. On a dépensé quasiment $20 000, ne serait-ce qu'en requête Google Maps pour avoir des images. Sachant que c'est quand même pas très cher Google, mais en tout cas, ces queries-là, en fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre une adresse ou qui clique sur la carte, nous, on fait une query pour avoir l'adresse et une query pour avoir l'image. On a compté, là, il y avait 400 000 queries qui ont été faites, au moins. Okay. Donc voilà. Donc, non, c'est plutôt cool, mais ça va pas durer très très longtemps parce qu'on a du crédit pour à peu près 1 an et après. Ok.
Enfin, on n'a plus de thunes. Théo qui disait, comme il va à la COP26, peut-être qu'il va faire un stand. Vas-y, je suis très chaud. Si on peut faire l'avantage d'avoir un algo comme ça, c'est que évidemment il y a une interface. On a développé une interface pour cet algo en fait, c'est le site web. Ouais. Mais on peut le faire tourner sur d'autres images que celles du site web. On n'est pas obligé d'utiliser des images Google Street View s'il y a des images spéciales, par exemple en plus grande qualité. On peut essayer de faire des trucs comme ça. Bah, ça peut. Je suis sûr que ça chauffe Théo et que demain il aura. Avec grand plaisir. En... On essaie de se mettre dans le pavillon Québec, mais Québec c'est pas vraiment un pays, donc ils n'ont pas trop de pavillons, mais on essaye d'aller avec la délégation québécoise et la délégation canadienne. Mais ce serait trop cool que vous puissiez montrer des images là-bas. Trop bien. Eh ben, félicitations. On va essayer de porter un peu plus ça en France. Et merci beaucoup. Merci à vous. Puis je suis sur Slack. S'il y a des gens qui ont des questions, je peux répondre à des questions sur Slack. Puis il y a Code Carbone aussi qui a toujours besoin de gens. Si vous savez faire du Python, après vous pouvez nous aider. Ok. Bon, merci beaucoup, Victor. Je crois que Théo a un dernier truc à partager avant de vous souhaiter une bonne soirée. Et comme d'habitude, super inspirant tout ça. Assez fou de se dire tout ce qu'on peut faire à distance avec la data. Et à chaque fois, on est surpris et remotivé. Et ça, c'est pour ça qu'on organise tout ça. Théo, tu veux reprendre la main? Avec plaisir. Merci Victor. Merci Ben. On a un dernier truc à vous proposer. Alors, ceux qui ont vraiment très faim, vous pouvez partir, mais là, on vous promet, comme c'est une vidéo, c'est timé, ça dure pas plus que 5 minutes. Et puis, vous pouvez partir en plein milieu si jamais vous trouvez qu'on va trop loin. Mais pour finir cette section un peu inspiration, vous voulez faire pas forcément juste vous parler de data, mais juste vous montrer quelque chose. J'ai mis 3 têtes sur l'image. Vous en connaissez peut-être 2. Moi, c'est 3 personnes qui personnellement m'inspirent à me lever le matin et essayer de faire des choses pour changer un peu à ma manière et à mon échelle. En haut à gauche, on en a parlé tout à l'heure. Il y a David Attenborough qui fait des documentaires animaliers depuis longtemps. Et moi, c'est ces documentaires qui m'ont fait me donner envie de me bouger un peu. En bas à gauche, il y a Carl Sagan, effectivement, et on voit derrière l'image, la fameuse image de Pale Blue Dot, le point bleu pâle, et le petit point qui est lumineux, c'est la Terre qui est pris par la sonde Voyager 2 juste sous les anneaux de Saturne, à des centaines de milliers de kilomètres de là. Et pourquoi Carl Sagan? Parce qu'il a écrit un poème sur la beauté de la Terre et sur la fragilité et sur l'importance de prendre soin d'autrui, qu'on va du coup écouter dans 2 secondes. Et la 3e personne à droite, qui pour le coup, alors s'il y en a qui la connaissent, c'est top, mais j'aimerais bien justement vous la faire rencontrer. C'est un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Gou, qui malheureusement n'a pas pu venir là ce soir, mais comme je l'ai écouté pas mal de fois ces derniers temps, je l'ai rencontré plusieurs fois, j'ai essayé de raconter un peu son histoire à sa manière. C'est un mec qui, ça fait 30 ans, il a un objectif, et il fait ça sans objectif mercantile, c'est de faire vivre au monde l'overview effect. Qu'est-ce que c'est que l'overview effect? C'est le sentiment qu'ont les astronautes quand ils vont dans l'espace et que pour la première fois, ils voient la Terre dans son intégralité éclairée et qui, par la vue totale sur ce qu'ils observent, se rendent compte de la finesse de l'atmosphère et ils voient tous les détails de ce qui est en train de se passer, de comment les nuages bougent et la Terre est vivante dans son entièreté. Vous pouvez écouter des discours et d'astronautes, c'est assez passionnant sur ce qu'ils vivent la première fois qu'ils vont dans l'espace et chaque fois qu'ils passent la tête par la fenêtre. Sauf que ça, c'est permis à pas grand monde. On n'a pas forcément tous envie, et notamment Data4Go ne veut pas pousser le fait d'utiliser la tech pour envoyer tout le monde dans l'espace. Mais du coup, c'est pas facile. Cette photo-là que vous voyez, c'est une photo qui s'appelle Blue Marble. Elle a été prise en 1972. Et entre 1972 et 2015, il n'y a pas eu une seule photo, et en fait, c'est la seule, de la Terre dans son entièreté, tout éclairé.
Et ça, c'est parce qu'à partir d'après 1972, on a arrêté d'envoyer des gens aussi loin, en fait. Et du coup, la mission de Jean-Pierre Gou, ça a été de se dire, mais c'est pas possible. Je veux que des gens vivent cet overview effect, mais en même temps, si on n'a qu'une photo, on va pas aller loin. Et du coup, il a travaillé sans relâche avec la NASA, avec Al Gore à l'époque, où au final, il a perdu contre George Bush, pour essayer de trouver un moyen de mettre un satellite dans l'espace pour pouvoir prendre des photos, des vidéos et de connecter du coup n'importe qui à cette expérience-là. Et ça semble pas si compliqué que ça. On peut se dire bah pourquoi pas, mais en fait c'est pas si simple. Pour faire ça, il faut envoyer un satellite au point L1, point lagrangien de L1 de l'espace, c'est-à-dire c'est l'endroit dans l'espace dans lequel le seul endroit dans lequel on n'est ni attiré par le Soleil ni par la Terre et qu'on voit la Terre en entier et qu'on peut être capable de la prendre en photo avec des coûts énergétiques qui sont très faibles. Et ça a pris assez longtemps, mais au final, quand Elon Musk effectivement a lancé SpaceX, une des premières missions qu'il a eu l'occasion de faire avec le gouvernement Obama, c'était d'envoyer ce fameux satellite dans l'espace. Et à ce point-là, et ça a permis de prendre des photos de la Terre pour la première fois à nouveau depuis 1972. Et du coup, ça, c'était des photos. Et après, ce que Jean-Pierre Gou a travaillé avec un de ses meilleurs amis, c'est sur un algorithme d'extrapolation. Donc, s'il y a quand même un peu de data et d'algorithme, pour réussir à partir de ces images à extrapoler en haute qualité une vidéo de la Terre qui tourne. Et c'est ça qu'on vous propose de regarder et de finir ce soir. Je vais essayer de partager la vidéo avec le son. Et comme, pourquoi je mentionnais aussi 2 autres personnes, c'est parce que comme ces 2 autres personnes qui m'inspirent, j'ai fait un méga mashup de tout et j'ai mis une musique de Hans Zimmer dans les documentaires animaliers de David Attenborough, plus le poème de Carl Sagan, plus du coup cette vidéo-là de Jean-Pierre Gou qui s'appelle One Home. Et il y en a plein de versions, vous pourrez les regarder sur YouTube et probablement que dans le replay, vu qu'on n'a pas tous les droits, on va peut-être se le faire couper, donc ça se trouve c'est le seul visionnage qu'on pourra faire aujourd'hui. On va essayer. Je pense que vous avez le son. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness,
there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. Trop bien. Bon, on a découvert la partie artiste de Théo ce soir. Futur réalisateur. J'ai beaucoup aimé la dernière phrase. The rest doesn't need to be solved, to save it needs to be solved, ou quelque chose comme ça. Non, il y a des bonnes petites claques dans ce poème. Je vais le mettre dans le chat aussi, que vous l'ayez en tête. Je le regarde, je le lis de temps en temps. Je trouve ça assez cool. Trop bien. Je pense que c'est une très bonne conclusion. Et on vous remercie tous d'être restés 1h30 avec nous, d'avoir suivi l'actualité de l'ASLO, les différents projets qu'on va porter, les projets qui nous inspirent. On a hâte de vous revoir très vite, certainement en novembre, où on aura encore plus de nouvelles sur le changement climatique. On a Théo qui va aller avec Lou à COP26, ils ont justement des choses à nous dire. On va continuer à pousser sur tous les projets qu'on accompagne. Je suis sûr qu'on a plein de choses à dire là-dessus aussi. On va sûrement commencer à parler de la saison 10 en novembre. Et on aura aussi des personnes très inspirantes qui vont venir parler de comment on utilise la data pour avoir un impact. Et ça va être trop bien. Et ouais, la prochaine fois, on essaye de tenir 1 heure et pas 1h39. Mais on apprend. Et ça fera qu'on sera encore meilleur aussi pour les démodés et les lancements de saison. Donc ça va être super. Je vous remercie. Si vous avez encore des questions, bien sûr, on reste un petit peu sur le chat. Et bien sûr, vous pouvez nous poser des questions sur le Slack, vous pouvez nous envoyer des mails. On est sur les réseaux sociaux, on est sur Twitter, on est sur LinkedIn, on est sur Twitch maintenant aussi, comme vous avez pu le voir. Si vous avez envie de contribuer d'une autre manière que par des projets ou que vous voulez porter vos propres projets, on est disponible pour en discuter et on a très envie de continuer à grandir et continuer à grandir avec vous. Donc,
Donc, on a hâte. Théo, est-ce que tu as un dernier mot? Non, bonne soirée et bon appétit. Bonne soirée, bon appétit et à très vite. Bonne salut.